Hello and welcome to this leadership session for the candidature for chairperson of the African Union Commission. My name is Udwa Kamimo and it's my pleasure to be your moderator. Now, when the heads of states of Africa agreed that the African Union needed reforming, they also decided that anyone who wanted to lead the AU would have to submit their vision for the organization. They also agreed that candidates for the position of chairperson would have to participate in a public debate to present that vision along with their ideas for the implementation of Agenda 2063. So here we are in the Ethiopian capital, Addis Ababa, where the African Union is headquartered. In the first leadership contest since the reforms process started in 2017, we find ourselves with just one candidate, the incumbent Moussa Faki Mahamat, a former Prime Minister and Foreign Minister of Chad, who's led the AU Commission for the past 4 years. And so what member states intended as a debate is now an interview. Mr. Mahamat, it's a pleasure to be conducting this session with you. Thank you. Before we start with your record for the past 4 years, could you help us understand the difference between the African Union and the African Union Commission? Thank you very much. L'Union africaine est l'organisation qui renferme 55 États membres et qui est née de la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. La Commission est l'organe exécutif de l'institution. La Commission est actuellement composée d'un président, d'un vice-président et de 8 commissaires. Et dans le cadre de la réforme, ce nombre sera réduit. Et dans quelques jours, à l'élection du nouveau leadership, il y aura plutôt 8 membres. So what grade would you give yourself for running the African Union Commission for the past 4 years? Il n'est pas toujours aisé de faire soi-même le bilan de ce qu'on a réalisé. Il serait plutôt correct de laisser les autres apprécier. Toutefois, je pourrais dire que, fort modestement, j'ai participé au lancement de 2 projets majeurs pour le continent. D'abord, la réforme institutionnelle et financière, dont l'objectif est de se doter d'un instrument efficace et efficient pour la mise en œuvre de l'agenda 2063. L'autre projet intégrateur et qui est même emblématique, c'est la zone de libre-échange continentale, qu'on vient de lancer d'ailleurs le 1er janvier de ce mois, le 1er janvier donc de cette année. Et j'ai également participé activement à la résolution d'un certain nombre de conflits, même si, je le reconnais, nous n'avons pas pu atteindre l'objectif de taire les armes à l'horizon 2020. J'ai dit également que je pense que l'Union africaine est mieux connue, qu'elle pèse beaucoup plus sur la scène internationale. Sans être exhaustif, je crois que ce sont quelques moments forts du mandat qui s'est terminé. Nous y reviendrons certainement au cours de ces débats. Okay. We'll come to some of these successes that you tout in a moment. But since this interview is taking place within the context of a global pandemic, I find it interesting that you don't refer to that. How would you rate yourself in terms of how you've ensured that African citizens are buffered against the coronavirus? Tout à fait. L'Afrique, même si comparée aux autres continents, a subi moins les effets de cette pandémie. Nous avons quand même plus de 3 millions d'Africains qui sont atteints. Plus de 75 000 ont perdu la vie. Donc c'est une menace sanitaire extrêmement grave, dont les conséquences socio-économiques le sont tout autant. En février 2020, nous avons réuni les ministres de la santé publique africains en février et donc qui ont adopté une stratégie commune. Nous avons anticipé
cette pandémie dans le continent africain. Je voudrais signaler pour le féliciter de son leadership, le président en exercice, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui pratiquement toutes les 2 semaines tient en ligne une réunion du bureau de la conférence avec la commission, avec Africa CDC et avec parfois les présidents des communautés économiques régionales. Nous avons mis en place un fonds Covid qui actuellement a engrangé quelques 50 millions de dollars. Nous avons mis en place une task force qui travaille sur la question des vaccins. Et avant-hier, le mercredi, nous avons tenu une réunion du bureau pour faire le point. Déjà, dans le cadre du COVAX avec l'OMS, nous nous sommes assurés qu'on aura à peu près 20% des vaccins, 20% pour la population africaine. Et dans le cadre du travail qui est fait par cette task force, nous nous sommes assurés auprès des fabricants, des manufacturiers, quelques 270 millions de doses pour l'Afrique pour l'année 2021. En combinant les deux, nous estimons, d'après les techniciens, peut-être pouvoir vacciner 35% de la population africaine. C'est vrai, c'est en deçà de 60%, qui est le seuil pour atteindre une immunité collective dans le continent, mais c'est déjà un grand début, étant entendu que les États, de manière bilatérale, peuvent également trouver des vaccins pour pouvoir vacciner les populations. Okay. So it's quite laudable. Africa, has suffered the least from, in terms of the health burden from the coronavirus. You, along with the heads of state, were very quick in locking down the country and mobilizing a response. But even as you talk about what you've done, it seems as if, on other continents, Europe is being vaccinated, Americans are being vaccinated, Asians are being vaccinated. We're still talking about how we in Africa can be vaccinated. The conversations are taking place. So it sounds as if we're still behind in terms of our response to the COVID pandemic. Ce qui est évident, c'est vrai, nous ne fabriquons pas malheureusement de vaccins en Afrique. Il était convenu avec l'OMS, je sais qu'il y a un nationalisme en matière de vaccins, les États s'y précipitent, ceux qui ont les moyens. Certains ont acheté même plus que ce qui est nécessaire pour eux. C'est pour cela que j'ai dit que nous nous sommes assurés qu'au moins la demande du continent africain sera répondue à hauteur de 20% par le mécanisme du COVAX. Et que nous nous sommes assurés qu'à partir du mois de mars, mars et avril, nous aurons 270 millions de doses avec Pfizer, avec Zeneca et avec Johnson & Johnson. Ça, c'est déjà discuté. Les prix ont été discutés. Et avec le mécanisme et le soutien de Afreximbank, qui est disposé également à préfinancer pour les États membres l'achat de ces vaccins. Donc, nous espérons d'ici décembre 2021 pouvoir vacciner 35% de la population. Ça, c'est ce qui est arrêté en ce moment. Nous continuons à travailler avec les autres fabricants, notamment les Russes et les Chinois, parce que les 270, ce sont les 3 fabricants, donc Pfizer, Zeneca et Johnson & Johnson, pour pouvoir, notre objectif est d'atteindre, nous aussi, d'ici la fin de l'année, 60% de vaccination pour pouvoir atteindre l'immunité collective. Okay. So I'll take you to the fund, and you say you've raised about $50 million in response to COVID. Yeah. How much of that money has come from member states? Les États ont contribué à hauteur de 30 à 40%. Le reste, c'est les partenaires, notamment la Banque africaine de développement qui nous a donné pratiquement 26 millions de dollars. Les annonces sont aux alentours de 116 millions de dollars. Ce que nous avons déjà reçu dans nos livres, c'est 50 millions de dollars. Mm-hmm. And to what extent have other partners within Africa, not just governments, but I'm thinking about the response to Ebola and how African corporates
and philanthropy contributed to the Ebola response. Have we seen the same sort of response across Africa to COVID? Tout à fait. Nous avons mobilisé le secteur privé africain. Nous avons organisé des réunions avec eux. Et d'ailleurs, dans le conseil d'administration de ce fonds, il est même présidé par le PDG de Afreximbank. Donc, c'est le secteur privé. La BAD, un certain nombre de banques et de sociétés, notamment sud-africaines et autres, ont contribué. So those are development partners, Absolument. though, not business. Voilà, ce sont les business, les organisations, les sociétés commerciales, les banques. C'est le secteur privé qui est très engagé pour pouvoir soutenir cet effort. En tout cas, Africa CDC travaille avec les États membres, avec les ministères des Finances, le ministère de la Santé africain. And they've been briefing us weekly, Absolument, I believe. presque quotidiennement. Nous avons toutes les données qui nous viennent des différentes capitales. Nous avons le siège d'Africa CDC ici. Nous avons des antennes à Nairobi, à Lusaka, à Libreville, au Caire, qui travaillent en coordination avec les centres ici pour pouvoir, au quotidien, suivre la situation, donner des conseils. Et globalement, je me félicite que les États ont anticipé et observent très bien les mesures qui ont été proposées par les techniciens, notamment celui d'Africa CDC. Okay. So let's turn our attention to integration, which you tout as one of your successes that you've helped implement, the Continental Free Trade Agreement, you know, the largest in the world, I believe, since, you know, the WTO. What does that do for ordinary Africans? How does that change the livelihoods and the lives of ordinary Africans? Nous sommes 1,2 milliard d'habitants. Et nous avons un potentiel extraordinaire, d'abord humain. Notre population est majoritairement jeune. Des femmes et des hommes qui sont extrêmement entreprenants. Mais il y a une tradition et des barrières frontalières, tarifaires, douanières. Et ce projet est un vieux projet qui a été prévu depuis 1963 au lancement de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, pouvoir, à partir de 2018, engager les États qui l'ont signé, 54 sur 55 ont signé cet accord. 34 l'ont ratifié. Le 1er janvier de cette année, nous avons lancé le commerce sous la ZLECAf. Donc, c'est vraiment des pas importants. Je n'en disconviens pas. Il y a encore d'autres mesures pratiques à faire. L'un des obstacles, c'est la question des infrastructures. Le continent n'est pas totalement connecté. Donc, il faut commencer par les régions à l'intérieur d'elles-mêmes, la SADC, la COMESA, ECAS, ECOWAS, chacune à l'intérieur et entre ces différentes communautés économiques régionales pour enclencher le processus. C'est un processus, mais politiquement et symboliquement, je crois que nous avons franchi un pas très important. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des difficultés et qu'il faut continuer à matérialiser effectivement pour que l'Africain se sente chez lui ayant la possibilité de produire et de traverser la frontière pour vendre. C'est ça l'objectif primordial. What would you say to those who say that, you know, it seems that with this Continental Free Trade Agreement, African goods have more freedom to move than ordinary Africans themselves? Absolument, parce que, effectivement, pour faire du commerce, il faut avoir la liberté d'aller et de venir. La liberté de circulation. Yes, but it's the goods that are moving, not the Africans. Il faut que les hommes, parce que les marchandises ne peuvent pas aller seules, même si parfois cela est possible. C'est pour cela qu'en 2018, nous avons fait signer un protocole sur la liberté de circulation, la liberté d'établissement au niveau de l'ensemble du continent africain. Nous sommes en train de pousser les États à ratifier ce protocole qui puisse lever toutes les barrières, les frontières entre les États africains pour permettre aux Africains de se mouvoir. Je constate que vraiment beaucoup d'États ont déjà annoncé de manière unilatérale que tout Africain peut, par exemple, prendre un visa à l'aéroport. C'est déjà un pas. Mais notre objectif, c'est lever tout visa et doter les Africains d'un passeport africain qui puisse leur permettre
de s'émouvoir à l'intérieur du continent. But doesn't that speak to the failure of the rollout of the African Union passport project? Because I was in Rwanda when the AU passport was launched. Your president in Chad was the first person to receive the African Union passport. Other people who've received it so far in the 4 years since, presidents, foreign ministers, ambassadors in Addis. I, as an African, don't have one. Ordinary Africans don't have an African Union passport. Why should it take us 4 years from the launch of the passport? Les passeports qui ont été lancés symboliquement sont les passeports de service et les passeports diplomatiques. C'est pour une catégorie des citoyens africains, bien entendu. Techniquement, les services de migration des différents États ont travaillé et continuent à travailler pour faire une data commune. Chaque pays, en se basant sur les spécifications techniques qui sont coordonnées au niveau central, va produire ses propres passeports en écrivant par exemple Union africaine, République du Kenya, passeport ordinaire ou passeport de service ou passeport diplomatique. C'est ce processus qui va se faire. Il n'y a pas un centre ici où on va donner les passeports à tous les Africains. Ça va être impossible. Donc chaque pays, selon les spécifications qui sont données par l'Union africaine, va produire ses propres passeports. Mais il y a un lien, les données sont communes et il y a une data commune qui puisse permettre de savoir que tel citoyen africain de telle nationalité a un passeport et ce passeport va lui permettre de se mouvoir à l'intérieur du continent. À terme, c'est ça qui va se faire. I understand. Yes. Why should it take 4 years? C'est pour des raisons techniques, parce que c'est un travail laborieux. Such as? Le problème technique, d'abord, il y a une difficulté dans la maîtrise même de l'état civil dans un certain nombre d'États. La production de ces la sécurisation technique de ces documents, cela a pris du temps. Certains pays où nous ne sommes pas au même niveau de développement, certains pays ont la possibilité de le faire, d'autres ne le sont pas. Je n'exclus pas également que certains hésitent pour des raisons de sécurité, pour des raisons politiques. Il y a un certain nombre de réticences, je les reconnais, mais notre objectif est de les amener sur la nécessité que les Africains puissent avoir un document. Reticence from who? The member states? Certainement, sont membres. Why? Bon, certains craignent pour des raisons de sécurité, disent-ils. Donc, il y a une... C'est tout un exercice, un processus, mais je crois, in fine, tout le monde doit savoir que c'est une nécessité. Et c'est à l'avantage de tout un chacun. So then you can understand why ordinary Africans would struggle to understand how it is that Africa, you know, according to Agenda 2063, is integrated at all, if we're still arguing about an African Union passport and the implications on our security. Je comprends parfaitement l'impatience de mes frères africains. Il faut dire, ma sœur, que nous venons de loin. Nous sommes un continent qui a été occupé, qui a été colonisé, qui a été complètement formaté. Il y a un travail sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan historique, je dirais même sur le plan psychologique. Il faut même changer les narratifs dans ce continent africain pour s'approprier le continent. Donc, il s'est développé des souverainetés nationales. Chaque pays pense qu'il est là, son indépendance, etc. L'Union, ce qui fait la différence entre l'OUA et l'UA, c'est justement que l'UA est une organisation d'intégration politique et économique. C'est un processus certes laborieux, mais il n'y a pas d'autre voie. Donc progressivement, il faut faire en sorte que toutes ces barrières, même psychologiques, politiques, puissent être levées pour que tout le monde pense Afrique et ait la possibilité de se mouvoir d'abord dans son espace, qui est l'espace africain. I'll stay with the frustration that Africans feel because the OAU is defunct, but the African Union is older in terms of the vision for African unity. It's older than 50 years. Yeah. And so if you were to compare that to the lifespan of a human being, it's middle-aged. And yet we find ourselves still struggling with the legacies of colonialism. You know, we don't understand each other, we fear each other. And so again, it comes back to integration and how it benefits ordinary Africans. Most ordinary Africans, even though you say that the AU is more visible, feel very detached from this organization, from this commission. Je suis le premier à ne pas être satisfait du rythme pour l'intégration politique et économique du continent. Ça, c'est une évidence. J'aurais bien aimé que les choses aillent le plus rapidement possible. Mais il y a une réalité.
historiques, psychologiques, peut-être même politiques, qu'il faut combattre au jour le jour. Mais je suis conscient et convaincu qu'avec l'adoption de l'agenda 2063, avec les réformes qui sont en cours, il n'y a pas de doute que nous allons avancer. Et ce qui s'est passé les 2-3 dernières années me rassure que les Africains sont conscients de la nécessité de s'unir ou de périr, comme l'a dit Kwame Nkrumah il y a déjà plus de 50 ans. You talk about the reforms and you claim success for, being part of them. This is the first election since the reforms process began. In terms of success, how much of a success can you claim when that was part of your mandate? Comme je vous l'ai dit, il ne me revient pas à moi-même de me juger. Je préfère les autres juger l'action que nous avons engagée. Il serait prétentieux et incorrect de dire que j'ai fait ceci ou cela. J'ai dit tout simplement que nous avons participé à l'enclenchement de quelque chose de formidable. D'abord, la réforme institutionnelle s'est dotée l'Union africaine d'un outil plus performant et plus efficace. Parce que l'agenda 2063 est un agenda extrêmement ambitieux. Une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique en paix. C'est un travail de titan qu'il faut réaliser. Il faut intégrer, nous avons commencé par le projet le plus emblématique qui est la zone de libre-échange continentale. Nous sommes 1,2 milliard, nous sommes 55 États, nous avons des ressources, nous avons une jeunesse des femmes dynamiques qui veulent avoir la possibilité de travailler et de vivre et d'améliorer leurs conditions de vie. Je crois que la ZLECAf, même si elle est encore à l'état embryonnaire, est un message extrêmement fort. Deuxièmement, le fait que nous, dans le cadre de la réforme, nous avons changé notre façon de travailler. Au lieu d'avoir 2 sommets où tous les États se réunissent, nous avons transformé le 2e sommet en une réunion de coordination entre la Commission de l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Tout doit se décider à la base, au niveau des États et des communautés économiques régionales. Ce qui est stratégique va se traiter au niveau continental. C'est une nouvelle dynamique qui vient d'être relancée. Sur les questions de paix, aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il n'y a pas de guerre entre États africains. La plupart des problèmes sont des problèmes internes, des problèmes de gouvernance économique, politique, on ne peut pas les nier. C'est pour cela que dans ma vision, j'ai prévu une lecture, une réflexion entre les universitaires, les intellectuels, les hommes politiques sur le modèle démocratique dans notre continent et comment faire en sorte que les élections ne deviennent, au lieu d'être la solution, deviennent un problème. Ça, c'est une réalité sur laquelle on va revenir. We'll come to the aspiration for a peaceful continent in a moment and discuss democracy, but I'd like to stay with the reforms because when you speak to ordinary Africans, and I've had the privilege of covering the African Union, I come to Ethiopia fairly frequently. There is a frustration with the functioning of the African Union Commission. When you read or listen to critiques of the AU, there are those who laud you in terms of, say, for instance, your COVID response, which you've just outlined, but they fault you for your leadership of the African Union. They say that your leadership has been poor, that the recruitment is poor, the management is poor, and that you've not been able to reflect the spirit of the reforms within the Commission itself. La réforme concerne également la réforme administrative et financière. C'est une machine lourde que j'ai héritée. C'est une machine extrêmement lourde et tout le monde le reconnaît. But you chose to vote for this, to lead the AU. La responsabilité est celle de la Commission et des organes. Quelles sont les compétences de la Commission par rapport aux attributions des organes politiques? Les pouvoirs de la Commission sont limités à un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes administratifs et financiers qui sont réels. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé cette réforme. D'abord, en diminuant le nombre des membres de la Commission. So structural reforms, that's why you started there. Ensuite, avec les États, nous avons mis en place une équipe de 10 experts, 2 par région, qui sont en train de travailler sur la manière de recruter les gens à l'Union africaine. Parce que le modèle a montré ses limites. Nous avions un mécanisme interne qui s'appelle APROBE, qui procédait au recrutement et dont le fonctionnement n'était pas satisfaisant.
Donc, actuellement, en chantier, il y a toutes les réformes financières sur la conception du budget et son exécution, avec 15 ministres des Finances qui ont été institués. Nous avons 10 experts provenant des États membres qui travaillent sur la réforme en matière de recrutement. D'ailleurs, très bientôt, on va relancer le processus. Et donc, un certain nombre de mesures ont été prises pour pouvoir rendre le fonctionnement administratif et financier plus transparent et plus diligent. And yet nothing on the performance culture at the African Union itself. C'est un processus qui est en cours et on sent qu'à partir de ce que nous avons entrepris, les choses commencent par s'améliorer nettement. What would you say to member states who feel that you've fallen short on your commitments to address various audits, various reports that talk about the performance culture? You've commissioned reports on harassment, sexual harassment at the AU. You've commissioned audits. Your staff are frustrated. They accuse you of poor leadership. What would you say to those people who say that, you know, you're making the right noises, but you don't follow through with action? Beaucoup de choses ont été dites. La responsabilité qui est celle du président de la Commission n'est pas de se lancer dans des affirmations gratuites. J'ai commandité un forensic audit dont les conclusions sont là. En matière de harassment, j'ai reçu des tracts. J'ai mis en place une équipe composée de 3 femmes, dont une juge, une qui est l'envoyée spéciale sur les questions des femmes et des paix, et une autre membre de la Commission africaine des droits de l'homme, qui ont fait un travail exhaustif, qui ont écouté de manière unanime les femmes et les travailleurs au sein de l'organisation. Les conclusions sont claires. Personne ne s'est plaint sur quelqu'un de bien précis d'avoir subi un harassement. L'essentiel a été un problème de dysfonctionnement administratif. Et toutes les mesures ont été prises. Ce document a été remis à l'équipe qui fait le forensic audit, qui est en train de scanner tout ce qui s'est passé. Nous avons agi dans la transparence la plus totale. Les États membres, à travers le PRC, qui est le comité de représentants permanents, avec ses sous-comités, ont eu la possibilité de suivre l'ensemble de ce qui s'est passé. Il y a des dysfonctionnements qui sont évidents. Les mécanismes de recrutement qu'on a hérités est mauvais, il faut les réformer. La gestion administrative et financière de commandes ne sont pas les bonnes manières, il faut réaliser tout ça. Les audits externes, nous avons essayé de prendre les conclusions et nous avons même sanctionné certains gens qui ont agi mal. Je voudrais rappeler qu'à la Commission de l'Union africaine, la personne en charge des affaires administratives et financières, c'est le DCP, c'est-à-dire le vice-président. Malheureusement, on a constaté que de ce côté, il y a tellement de faiblesses et j'ai dû, en tant que président de la Commission, prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Cela est connu de tous les États, cela est connu de tous les organes, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la réforme, il a été décidé que le DCP, c'est-à-dire le vice-président de la Commission, doit avoir des compétences managériales, quelqu'un qui se connaît dans les domaines financiers et administratifs pour pouvoir gérer au mieux les ressources financières et administratives de la Commission. So from what I'm hearing you say is that you're acting on the conclusions of those reports, some of which fall within your docket as chairperson, and some of which fall within the docket of your deputy, and that there are challenges sometimes within the various offices with regards to their competence in terms of how to implement the conclusions that you get from the reports. Il y a en principe tout ce qui est administratif et financier et du ressort du vice-président. Le recrutement, la gestion administrative des carrières, tout ceci est géré à ce niveau. On a un département des ressources humaines, on a un département financier. Même les nominations ou les recrutements, le comité travail, il est présidé par le vice-président, ce sont les conclusions. Avec la participation d'ailleurs dans ces comités de l'association du personnel. Il n'y a que les conclusions qui sont soumises à la signature du président de la commission. Le président de la commission n'interfère jamais, ni dans le domaine administratif, ni dans le domaine financier.
ce sont les conclusions qui sont faites par ces structures qui atterrissent sur son bureau juste pour la signature. Mais j'ai remarqué que certains audits sur les questions administratives et financières n'ont pas eu de suite. Ceci a été rappelé par les auditeurs extérieurs et j'ai dû me substituer en tant que chef de cette organisation pour pouvoir instruire, faire un certain nombre de choses et prendre certaines décisions. C'est ça qui s'est passé. Okay. Thank you. So, you talk about transparency and accountability and the conclusions of these various reports that you've been commissioned. Can I therefore understand that in the interests of transparency and accountability within the next 4 years, that you might be open to sharing some of these reports with the public, with the African public, so that we know exactly where we stand in terms of the implementation of the reforms when it comes to the management of your human resources? Absolument. Rien n'est caché à l'Union africaine. Nous sommes une organisation appartenant à 55 États membres. Il y a des organes politiques, il y a des audits. Tout est soumis aux États et tout peut être vérifié, madame. Je pense que de ce côté, la transparence doit être totale. Il y a des dysfonctionnements, des questions de capacité. Je crois que la réforme, justement, c'est pour que toutes ces lourdeurs soient levées et pour que la transparence puisse être la règle à tous les échelons. So we'll turn our attention to the silencing of the guns, which was the theme for the year 2020. We know in Africa, because we live in Africa, that those guns are not silent. To what extent would you say that the theme, the aspiration, was a failure? Écoutez, les questions de paix et de sécurité sont des questions complexes. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, c'est celui de taire les armes à l'horizon 2020. Et je le disais, les conflits entre les États sont rares, presque inexistants. Mais il faut dire que nous avons le terrorisme, qui n'est pas une fabrication africaine. La Libye, le Sahel, le bassin du lac Tchad, la Somalie, et même, even the southern region. Actuellement, au Mozambique, il y a également des mouvements extrémistes violents. Les causes sont connues. D'abord, la malgouvernance, c'est une évidence sur le plan économique, sur le plan politique. Ça, c'est une réalité. Mais il y a également le terrorisme international. On a fait le point le 6 décembre dernier à un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur silencing the guns. On a remarqué effectivement que malgré les progrès qui sont faits, il y a encore des défis importants. L'Union africaine, les communautés économiques régionales, le concours de toutes les instances de l'Union africaine ont réussi quand même à aider certains pays comme le Soudan à réussir le changement des régimes en mettant en place une transition. Nous avons essayé en République centrafricaine, même si malheureusement les armes parlent encore, il y a eu des accords. Donc nous sommes en train de faire cet effort. Nous soutenons les États du Sahel, les États du bassin du lac Tchad pour faire face à ces différents conflits. Pour le terrorisme, nous avons insisté auprès des Nations Unies, c'est une menace à la paix et à la sécurité. Et en principe, cela est du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, en relançant le Fonds de la paix, je vous disais que le Fonds de la paix, nous avons réussi déjà à avoir 200 millions de dollars. Ça, c'est quand même exceptionnel. Nous avons relancé ça en 2018. Il a été créé en 1993. Maintenant, nous avons à peu près 200 millions de dollars qui sont mobilisés par les États membres. Donc, il y a une conscience de se doter les moyens pour pouvoir faire en sorte que cet objectif que nous avons prorogé pour encore 10 ans puisse être atteint. Cela nécessite naturellement de faire un travail de fond sur les causes profondes des conflits et qui maintiennent le langage des armes dans le continent. So you've extended the theme, the aspiration of silencing the guns rather, for another 10 years. But if I were to take you to the cause of, one of the causes of, guns going off across Africa, and that has to do with governance, elections, democracy, and the African experience. This week, Uganda has gone to the vote. We've seen what's happened. Member state, Uganda, a president going for another term.
a president who's led the country for over 30 years. We see third terms in another member state, Guinea. Third termism, another member state, Ivory Coast. And so you talk about extending, the silencing of the guns in order to do what? To stop third terms, to stop, geriatric old men from contesting the presidency. What is the point of this? Ce qui est évident, madame, c'est que la démocratie, le constitutionnel en Afrique rencontre d'énormes problèmes. Ça, c'est une évidence. Personne ne peut dire le contraire. Quand bien même chaque État est libre de choisir son modèle politique, le plus important, c'est de respecter la constitution qu'on s'est donnée. C'est pour cela que j'ai inscrit cette question extrêmement cruciale dans ma vision. Je compte interroger l'Afrique, les responsables politiques, la société civile, les intellectuels, les universitaires, sur la problématique de la démocratie et des élections en Afrique. Nous avons une charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections. Nous avons des constitutions qui réaffirment un certain nombre de principes, mais dans la pratique, souvent nous sommes dans des problèmes. Et vous avez raison, les élections qui sont supposées régler des problèmes sont devenues elles-mêmes des problèmes. C'est une réalité qui est là. L'Union africaine essaie de faire de son mieux pour pouvoir convaincre les États à respecter au moins leurs engagements. Cette question est au centre aujourd'hui du débat africain. Il faut que cette question-là soit interrogée. Est-ce que nous avons choisi les bons modèles? Est-ce que le modèle que nous avons choisi correspond à nos réalités? Quelles sont les attentes de population? Je sais qu'il y a une très grande déception, une grande inquiétude de l'opinion africaine sur les questions de démocratie et des élections. C'est une évidence. Nous avons fait de notre mieux, mais cette question-là doit revenir au centre du débat africain, si je peux m'exprimer ici, pour dégager des lignes. Le plus important, même si chaque nation, chaque État doit choisir son modèle, la moindre des choses, c'est de respecter ce qui est contenu dans sa constitution. Africans negotiating and navigating their way through democracy, choosing a model that suits us. What role does the African Union Commission have in that? What role do you play if you're re-elected as chairperson? En tant qu'organisation continentale, nous devons engager l'ensemble des États membres, l'ensemble de l'intelligentsia africaine sur cette question, parce qu'elle devient le problème majeur dans notre continent. En tant qu'Union africaine, il est de notre responsabilité parce que nous sommes les détenteurs et les gardiens de la Charte africaine des droits de l'homme, des élections et de la gouvernance. Nous constatons que ces dispositions ne sont pas appliquées. Pourquoi? Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes à un moment crucial et il est absolument légitime que les populations s'interrogent et il faut que le leadership également réponde. Nous sommes devant un problème. Nous avons des constitutions, nous proclamons des principes, nous ne les mettons pas en œuvre, nous agissons parfois au contrario de ce qui est contenu, et ça c'est un problème. Donc il faut se fixer d'abord sur le plan intellectuel, qu'est-ce qui va être décidé et qu'est-ce qui va être donné comme responsabilité à l'Union africaine. Actuellement, très souvent, les États sont des États souverains, donc ils n'ont pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Notre rôle parfois s'arrête à mi-chemin pour essayer juste de faire les plaidoyers. Est-il le moment d'édicter des règles contraignantes? Ça peut être une option. Donc cette question-là, à mon avis, doit être au centre du débat africain. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons une réalité. Si on ne règle pas ces problèmes, on ne peut pas espérer régler les problèmes de paix, de sécurité et de stabilité. Okay, so to people like the presidential candidate in Uganda, Bobby Wine, who is 38 years old, in the opposition, he is young. There are various other young people on the continent who are taking up the challenges of leadership on the continent, whether political or otherwise. What would you say to them, given that as you have said yourself, that all these lofty aspirations are captured in documents, but member states push back when it comes to their sovereignty? Young people who feel detached from the African Union, who feel that it has no relevance to their realities or their aspirations, how would you make this make sense to them? Madame, la démocratie, c'est la règle de la majorité. Les But African young people are in the majority. Sont majoritairement jeunes. Yes.
Donc, fort légitimement, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il y a une nécessité d'un passage de témoins générationnel. Ça, c'est une évidence. Chaque État peut être à ses règles. Il y a des États qui fixent l'âge limite et qui fixent l'âge plancher minimum. De toutes les façons, il y a une forte demande et personne ne peut, s'il est réaliste, ne peut négliger la volonté d'un renouvellement générationnel dans le continent africain. Ça, c'est une évidence. Et donc, je comprends parfaitement la frustration de la jeunesse qui pense fort légitimement qu'il est le temps qu'elle soit elle-même, parce qu'elle est majoritaire, elle soit aux commandes. Ça, c'est quelque chose qui est absolument légitime. And so, therefore, the African Union, you've just talked about the generation gap, and it's seen as a club of old men. How then do you square that reality with the impression that young people in Africa have of the African Union? Écoutez, ça, ce sont des opinions. Nous sommes un continent, chaque pays a ses réalités, a son histoire. Il est évident qu'il y a aujourd'hui un courant d'opinion qui est manifeste. Les gens ont besoin d'un passage de témoins à la génération actuelle et future. Ça, c'est un sentiment qui est largement partagé. C'est à chacun d'évaluer la situation et d'agir en conséquence. And when we started, in as much as you talked about your involvement in the reforms, you also said that there were some things, some challenges that you'd like addressed. So if you were re-elected as chairperson of the African Union, what would you like to see within the reforms process going forward? La réforme institutionnelle, elle est à mi-chemin. Pour rendre cette organisation plus performante, plus efficiente, il faut compléter cette réforme. Notamment, nous avons des organes qui sont nombreux qu'il faut réformer. Il faut que tout ce qui est stratégique, et c'est ça l'essence de la réforme, il ne faut pas charger l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine ne peut pas gérer au quotidien des projets ou des plans. Il faut que les États, les communautés économiques régionales, tout ce qui est opérationnel se passe à ce niveau. Les questions, et c'est ça la réforme, l'Union africaine doit se baser sur les questions politiques, sur les questions de sécurité et de paix, sur les questions de l'intégration et sur la représentation de l'Afrique sur le plan international. Ce sont les 4 domaines qui doivent être du ressort de l'Union africaine. Tout le reste doit être géré au niveau des États et des communautés économiques régionales. C'est la raison pour laquelle nous avons réformé et la Commission et le NEPAD. Nous avons institué cette réunion de coordination entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine. L'autre effort à faire pour rendre l'organisation, et notamment sa commission, performante, il faut des réformes administratives et financières. Il faut de la transparence, il faut de la comptabilité, il faut que les choses soient faites ainsi. Malheureusement, dans le cadre de la réforme, il n'y a pas assez de pouvoirs qui sont donnés à la Commission ni à son président. Les États maintiennent une bonne partie des pouvoirs devers eux. J'espère que progressivement, ils sentiraient la nécessité de donner plus d'attributions à cet exécutif qu'ils vont choisir, qu'ils vont élire, pour qu'ils agissent dans l'intérêt de tous. Parce que nous sommes convaincus que pour atteindre l'Afrique que nous voulons, pour qu'elle soit intégrée, qu'elle soit prospère et qu'elle soit en paix, il faut que des institutions fortes au niveau continental et régional, avec des compétences, parfois peut-être même contraignantes, puissent aider à mettre en œuvre ce qui a été décidé par la conférence des chefs d'État. Okay. And so finally, at the end of your term at the African Union, whether it's this 4-year term that's ending or whether you get another 4-year term at the AU, what would you like to be known for? What would you like Africans to say about you and your legacy at the African Union Commission? J'ai la foi en l'Afrique et en son avenir. L'Afrique a un potentiel extraordinaire. Elle a une feuille de route qui est claire, qui est déterminée dans l'agenda 2063. J'aurais bien aimé être, je me rappelle à la conscience des États africains comme quelqu'un qui a contribué au changement, à la réforme, à la performance de cette organisation et à l'intégration du continent. C'est ça mon ambition, de pouvoir être cité pour avoir contribué à l'amélioration
de cette organisation dans le but d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Okay, our time has come to an end. This election takes place at the next African Union Summit next month in February. Yes. And so I wish you the very best of luck and thank you for your time today. Thank you very much.